Bonjour à tous. Monsieur Bilakwa Beto Tenyabona Mbela, vous êtes un des meilleurs photographes de la diaspora camerounaise en France. Je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui dans Manège du Savoir International parce que nous avons travaillé ensemble plus de 15 ans de reportage en continu et je dois préciser que les 3/4 de mes photos avec des personnalités diverses de France, d'Afrique ont été réalisées par vous, Monsieur Bilakwa Beto Tenyabona Mbela. Bonjour. Là, on est carrément à Douala. Alors, c'est votre façon en Douala de dire bonjour. Bonjour à tous. Je vous souhaite une belle journée. Très bien. Alors, vous êtes né à Douala, ce que la plupart ne savent pas. Vous êtes bien né à Douala et que vous appartenez bien à cette grande famille de Prince Dika Koignabona Mbela. Tout à fait. Vous confirmez? Je le confirme. Bon, vous arrivez en France dans quelles conditions? Dans des conditions qui me paraissaient, à l'époque, complètement intéressé et intéressant de faire continuer mes études en France. C'était en quelle année, M. Bilakwa? C'était en 72. 72. Donc, 72, arrivé comme tout le monde, les petits boulots. Parlez-nous un peu comment vous cheminez dans ce Paris by Night avec ses difficultés et aussi son progrès quand on y travaille. Oui. Mon histoire photographique a démarré à Marseille. Donc à l'époque, j'étais à Marseille et puis je cherchais un peu de performer au niveau de la comptabilité. Et après, donc, j'ai eu un moment où les doutes se sont installés autour de ma personnalité en tant que comptable. Et donc, je me suis petit à petit me retrouvé en train d'exprimer une part de moi-même qui est la création, l'art et tout, qui était un peu influent à cette époque. Donc, je me suis retrouvé à commencer à m'intéresser à la photographie et à rencontrer le milieu des photographes à Marseille qui m'ont beaucoup... Pourquoi, pardon de vous interrompre, M. Bilakwa, Beto Tenyabona Mbela, pourquoi Marseille? C'est-à-dire votre entrée en France se fait par Marseille? Non, pas Paris. Par Paris. Mes relations, mes relations vous conduisent à Marseille. Oui, avec un ami qui m'est très cher, malheureusement décédé depuis un an, qui s'appelle Jean-Claude Tokoto, avec qui nous avons eu des relations depuis le lycée à Douala et qui m'a demandé si je ne souhaitais pas vraiment de venir vivre à Marseille et puis continuer à se voir. Donc c'était à peu près les premières années de... Alors vous commencez par la comptabilité, et puis après la comptabilité, vous l'oubliez très rapidement. Tout à fait, Et comment naît la passion de la photo? C'était prévu, c'est un rêve que vous clarifiez un peu pour l'exercer plus tard, le métier de photographe? Non, ça vient pas comme ça. Je crois que c'est quelque part. Ça vient tout à coup. Ça vient tout à coup. Et puis en même temps aussi, je crois que quand on quitte l'Afrique où les relations humaines sont tout à fait proches, chaleureuses,
Et on est tout le temps entre des amis, on se parle, on se voit, on va chez l'autre, on est tout le temps ensemble, quoi. À quelque chose qui m'a beaucoup manqué en France quand je suis arrivé. Bon, maintenant, il y a des familles africaines qui sont recomposées, il y a plein de monde. En France, on peut aller un tel chez un tel, chez un tel. Mais à l'époque, on n'était pas nombreux. Non, c'était même rare de rencontrer le nombre enfin un nombre important des Africains de la diaspora. Alors vous voilà, puisque vous êtes tellement riche que j'ai peur de ne pas vous poser l'essentiel des questions que j'ai préparées pour vous. On va survoler deltaplane comme ça votre carrière. Vous voilà, M. Bilakwa Beto Tegnabona Mbella, armé d'un appareil photo et d'une chambre noire. Et les photos, les premières réalisations de vos photos, les publications vous commandent ces photos, c'est le Tour de Jeune Afrique, le magazine Amina, Bingo. Et ce début, c'est aussi ce bon début, avec l'espoir, c'est aussi le début de vos difficultés pour gagner votre vie dans cet enfer. Bien sûr, quand on fait ce genre de métier, on ne va pas spontanément penser à la rentabilité de suite, parce que bon, comme je disais tantôt, on a vraiment besoin de rencontrer les gens, on a besoin de comprendre pourquoi les gens ont vraiment besoin d'être photographiés. Et c'est vrai que les années 80 ont été des années très, très riches en événements au niveau de la culture africaine, les cultures africaines en France. Et donc c'était vraiment l'exposition des musiques. Et là, il y avait toute une grande ouverture au niveau des photos de presse, des photos de pochettes de disques. Des photos bien sûr, sauf qu'avec une multitude de musiciens africains qui faisaient le va-et-vient entre le continent, entre l'Afrique et l'Europe. Mais c'est aussi la période où vous, photographes en construction, vous ne gagnez pas votre vie. La plupart des réalisations, des reportages, vous allez souvent les réaliser sans qu'il y ait une réelle contrepartie. Et vous le vivez comment ? Vous vivez cette période de précarité? Non, c'était pas vraiment la précarité, mais la vie, l'économie n'était pas à ce stade aussi draconienne qu'aujourd'hui, quoi. On arrivait quand même par ces petits boulots, multipliés par multipliés, faire quand même qu'on arrivait à avoir un équilibre de financier qui permettait de s'en sortir, quoi. Voilà. Cette période passée, comment vous rentrez et à quelle période vous entrez définitivement dans le monde de reportage professionnel? Ça s'est construit petit à petit, et puis il faut la confiance dans le milieu de la presse, qui est vraiment un milieu qui a vraiment besoin des liens solides entre les gens. Ça veut dire que les journalistes qui travaillaient et qui travaillaient dans les milieux des cultures du monde ont quand même l'œil et puis l'écoute de tout ce qui se passe là-dedans. Et le savoir-faire aussi, parce qu'on ne va pas prendre votre photo que parce qu'on a un bon lien ou une bonne relation mais aussi, avec... ça ouvre les portes à tous les journalistes. Quand on sait que vous faites partie du milieu, même si les journalistes sont du milieu, ils ont quand même besoin d'avoir... Les infos n'étaient pas aussi disponibles que maintenant. C'était aussi le tam-tam africain, c'était du bouche à l'oreille, Et donc les gens aimaient bien de savoir que vous avez l'info. Et quand vous avez l'info, vous êtes l'homme à suivre, quoi, l'homme avec qui il faut faire les choses. Et donc, c'est des ouvertures qui se sont faites petit à petit et la confiance par le professionnalisme a commencé à payer. Oui, M. Bilakwa Beto, votre métier de photographe professionnel, j'ai indiqué tout à l'heure que vous êtes un des meilleurs photographes de la diaspora camerounaise en France, parce que vous avez quand même traversé plus de 25 ans de métier dans ce domaine-là avec une passion extraordinaire. Donc, votre métier, vous l'avez appris sur le tas ou bien il y a quand même une... formation, il y a eu une formation et puis par la suite l'exercice de votre métier de photographe? Non, j'ai appris dans le tas et avec beaucoup de formations, de stages, et tout ça qui m'ont permis d'améliorer du côté technique, quoi, qui est vraiment aussi indispensable pour mieux améliorer sa qualité technique. Mais en même temps, bon, je pense que c'est l'expérience. La photo, il faut la faire. Si on ne la fait pas, on a du mal à pouvoir améliorer son savoir-faire, quoi. Donc, c'est la pratique. Alors, après, une fois entré dans la grande presse, comme on dit, dans les grands médias, et là, M. Bilakwa Beto Tegnabona Mbella, on peut dire que c'est le génie créateur
qui s'est réveillé en vous. C'est les photos de mode, c'est... Alors d'abord, les mode et culture, rien que cette branche-là. Comment vous entrez dans mode et culture? Vous me direz qu'il y a peut-être les liens, mais parce qu'on va voir comme ça, mode et culture, et puis après, on verra d'autres disciplines, etc. Alors, mode et culture, vous entrez comment? Vous formez, vous allez faire les photographies avec les artistes, avec ceux qui, les stylistes, modélistes, et c'est toujours la photographie qui cherche, ou le photographe qui cherche sa sensibilité. On a une carte de visite. Oui. Donc, il y a des conférences de presse, il y a des événements qui s'annoncent. Bon, bien sûr, c'est pas comme aujourd'hui, où tout va vite, on est sur Internet, on récupère tout ce qu'on veut, mais à l'époque, bon, c'était aussi cette formulation des choses qui faisait que, bon, quand on est invité pour une conférence de presse, on est bien évidemment en contact avec des opérateurs des événements qui nous permettent justement de savoir, ben, tiens, on aura besoin de photos, on aura besoin de cet événement en images, et donc c'est l'ouverture justement de ce genre de relations, parce que dans le milieu, justement, il faudrait qu'on ait accès à l'équipe de communication d'un événement, à l'équipe de presse d'un artiste, ou en amont ou après, pour libérer justement le savoir-faire du photographe. Alors, sans le vouloir, vous devenez le photographe de pratiquement toutes les disciplines, les sensibilités de l'image. Je l'indiquais tout à l'heure, c'est la mode, défilé de mode, vous y êtes, vous réalisez votre reportage. C'est la culture avec des artistes, il y en avait, vous l'avez rappelé tout à l'heure, un nombre très important, tous inspirés. Il y a aussi des commandes qui entraient, des illustrations. Voilà, les portraits, vous avez réalisé un nombre impressionnant des portraits d'artistes. À l'époque, c'était le vinyle, hein, le disque 33 tours, avec le portrait d'un artiste. Alors, tout ça se fait en même temps. Oui, je pense que on dort peu. Les journées étaient très courtes. Les nuits aussi. Non, mais en même temps, ce que vous dites, c'est que, comme dirait notre grand ami décédé, malheureusement, Pamela Mouka, qui disait que l'argent appelle l'argent. Ouais. Donc, c'est comme ça, quand on est dans le métier et qu'on est vraiment à l'écoute et on a vraiment besoin de partager les projets des gens. Et justement, c'est ça qui m'a amené à la photographie. C'est que quand j'étais à Marseille, je me suis dit, la meilleure façon de rencontrer les gens, c'est d'avoir un outil qui vous permet, vous, de pouvoir le contacter, ne serait-ce que par une forme d'expression. Un outil de communication. De communication. Puisque vous parlez du chanteur, le célèbre chanteur Pamela Mouka. Je me souviens que vous avez réalisé un reportage, je suis allé l'interviewer à l'époque, à Bingo, et c'est vous qui avez assuré une fois de plus ce reportage d'image, et que je lui rends volontiers hommage. C'est quelqu'un qui nous a beaucoup fait plaisir par la puissance de sa création musicale, et je tenais à le préciser. Alors, votre exposition, c'est le tour maintenant, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas que vous touchez à tout, sauf que vous êtes inspiré, et dans le sens plein du terme. Votre exposition intitulée « Corps instrumental » se donne à voir comme votre jardin secret. Oui, je crois que c'est tout ce que tu viens de dire, mon ami Mathieu, et que à un moment donné, je me rappelle que je suis allé présenter mes photos à Télérama, qui est un magazine connu en France. Oui, magazine culturel. Et donc, je me suis retrouvé avec des photos où l'iconographe m'a dit « mais elles sont superbes, mais vous voyez, nous, on ne peut pas la publier parce qu'il y a plein de micros ». Et donc, elle me dit bon, écoutez, on va voir, mais on ne pourra pas la publier en demi-page, donc on la mettra
un médaillon, parce que bon... c'est ça, oui, c'est ça, qu'on voit quand même l'image, voilà, elle n'est pas pleine, mais on a un visuel en réduit. Voilà, et donc à l'époque aussi, on allait voir, on ne sait pas maintenant, on envoie des photos par Internet, mais on était en contact avec l'icono, on pouvait discuter, on pouvait lui dire, bon ben voilà, moi je vous apporte ça, 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 ça. Je pense que cette série me paraît bien, et donc... après, je suis rentré un peu déçu et en même temps, j'ai dit, bon, mais la scène, c'est la scène. Et à partir de là, je me suis dit, il faudrait que je rectifie cette histoire de micro qui est devenue pour moi... Voilà, le cadre. Il faut savoir qu'est-ce qu'on veut montrer et pour quel intérêt. Alors, le titre, le corps instrumental, c'est quoi? C'est le titre, bien sûr, je l'ai dit, le titre de votre exposition. Le titre vient du fait que la scène est un endroit magique. Et c'est un endroit où on est complètement imprégné des émotions diverses. Et ces émotions font partie de cette matière de base, basique, que j'ai pris pour vraiment apporter ce que la musique apporte au corps et que le corps apporte à la musique. Donc tous ces liens sont des liens magiques que j'ai pu réaliser parce que... Visibles ou invisibles? Ils sont magiques. Hein. parce que... Non, on ne va pas jusqu'à la sorcellerie, mais bon. c'est ce sentiment que, bon, les gens qui fabriquent les instruments de musique, c'est des magiciens. C'est des vertueuses, oui. C'est pour ça que je parlais de visibles et invisibles. Voilà. Parce qu'ils font ce que nous ne pouvons Tout pas. À fait. Et que les sons qui sortent de là sont l'imaginaire de la voix qui récupère tous les sons qui font partie de la nature. On sifflote, on fait tous les sons d'eau, on fait plein de sons qui se retrouvent après introduits dans les instruments de musique. C'est le travail des initiés. Voilà. Donc, et ça avec le corps qui réagit dans les mouvements. Et puis certaines personnalités qui m'ont marqué dans la musique, ou dans la poésie, ou dans différentes... Lesquelles, puisque vous m'y amenez, lesquelles qui vous ont marqué oui, parce qu'il faut qu'on suive un petit peu. J'ai dit, cette exposition, c'est votre jardin secret. Tout à fait. C'est d'ailleurs ce que vous êtes en train d'expliquer un petit peu en petits mots. Oui, il y a certaines images qui font partie de l'expo qui exprime, par exemple, une photo qui s'appelle Soweto, que j'ai dédiée, parce que, bon, cette partie de notre histoire africaine aussi. En Afrique du Sud, les ghettos d'Afrique du Sud. Oui, qui est basée, pardon, excusez-moi, sur un petit instrument à percussion que j'ai imprégné en surimpression. Sur 2 images, entre un visage et un cri qui sort, et puis le sentiment que ce petit instrument, on l'entend n'importe où, que vous soyez, quoi. Ouais. Donc c'est une façon de dire que le cri de Soweto a été quelque chose pour moi. Il y a une résonance, une résonance dans très forte. Quoi, oui. Alors on va, je dois préciser que si les gens veulent, ceux qui veulent aller plus loin dans ce que vous faites, dans vos images, il y a des expositions tournantes, on va y revenir tout à l'heure parce que bientôt en Afrique. Et devenu Bilakwa Beto Tenyabonambela, monsieur Bilakwa Beto Tenyabonambela, vous voilà maintenant installé dans le métier. Et on en a parlé un petit peu. Quelles sont les qualités qui interviennent pour être un bon photographe, un des meilleurs photographes comme vous? Puisque c'est vraiment, bien sûr, vous l'avez dit, c'est le travail. Naturellement, c'est la formation. Est-ce qu'il y a d'autres secrets, oui, pour les jeunes qui nous regardent et qui aimeraient devenir photographe professionnel, photographe à reporter? Quelles sont les qualités qui interviennent, mais brièvement? Moi, personnellement, je pense que déjà la photo, elle est subjective. Donc, chacun a sa façon de voir la photo. On voit aujourd'hui que nous sommes dans un monde où l'image fait partie de notre patrimoine. On n'est plus là en train d'écrire à la plume, mais on écrit aujourd'hui à travers l'image. Il suffit de voir tous les réseaux qui fonctionnent avec l'image. Ouais, c'est une forme d'écriture, bien sûr. Voilà, aujourd'hui, pour moi, la première des choses, c'est de se dire que c'est un métier qui à part entière. Et que d'aucuns disent, bon, ben voilà, moi aussi je fais des photos, bon, je peux être photographe, je fais ceci, mais si l'initiation à ce métier qui est complexe, qui a beaucoup de débouchés, il y a la photo, il y a des photos de presse, il y a des photos de publicité, il y a énormément de branches dans ce métier qui englobe toutes ces branches-là, et que, bon, il y a la formation d'une part. Bien sûr.
qui est importante. Indispensable. Indispensable, parce que sans la formation, on ne peut pas développer sa carrière. D'autre part, il y a le choix qui s'impose à chacun de nous, de se dire que bon, je suis dans le documentaire, je suis dans la presse, je suis dans quoi exactement? Dans le photographe de studio. Cette adaptation, ce passage entre la photo à papa, si vous permettez l'expression, et la photo numérique, ce passage s'est construit comment pour vous? Ça a été difficile, moins difficile? Non, on a été préparé parce que les professionnels, l'industrie photographique a mis en place toute une évolution qui est peut-être venue... de manière brutale, parce que la photographie numérique arrive sans crier garde. Hein, non, on le savait déjà. Ah oui, on le savait déjà, on suivait déjà l'évolution de par la numérisation jusqu'à ce qu'est devenu les capteurs aujourd'hui qui nous permettent d'évoluer dans ce qui est, au niveau de la technologie, un outil indispensable parce qu'on ne peut pas permettre à l'industrie de s'endormir sur ses lauriers, quoi. Et les professionnels l'ont prévu. Donc vous n'avez pas été, c'était le sens de ma question, pas surpris et que vous vous êtes adapté aujourd'hui? Non, on était plutôt critique, enfin je veux dire on était critique au niveau de la qualité des images, c'est-à-dire que techniquement, il y a eu des balbutiements au niveau de l'évolution et d'autre part, tous les professionnels se sont retrouvés avec, bien sûr, on ne sort pas un appareil photo sans faire appel à des professionnels pour qu'ils puissent l'analyser, l'appareil photo, comprendre les défauts, les qualités et tout, pour que quand on dit 12 millions de pixels ou 5 millions de pixels avant, qu'il y ait quand même un rapprochement par rapport aux professionnels qui travaillent avec ces outils, quoi. Oui, c'est comme, vous voyez l'exemple type, qu'on appelle ça la F1, pour les voitures de demain. C'est ça. C'est la même chose pour les appareils photo ou les caméras. Aujourd'hui, les difficultés de gagner votre vie qui avaient lieu hier sont derrière vous. Maintenant, vous êtes dans le métier. Ah non, je ne crois pas. Vous êtes dans le métier, vous gagnez bien votre vie. Et ce qui est une bonne chose, parce que quand on entre dans une carrière, on aimerait bien savoir qu'on n'est pas passé à côté. Alors, les expositions nombreuses, vous avez exposé un peu partout dans le monde. Quelles sont les villes qui vous ont vraiment fait comprendre que votre travail était de très grande qualité? Moi, je crois qu'un des moments clés dans ces genres de rencontres avec le public, avec des personnalités diverses qu'on peut rencontrer, et que je me souviens très bien d'un moment très fort, c'était à Bamako, et je présentais dans les rencontres photographiques de Bamako. Ah, moi j'aurais cru c'était l'Alliance française dans le 6e arrondissement. Non, mais parce que... je voulais, vous m'avez parlé d'un public, parce que le public il peut être connaisseur et pas connaisseur. Et c'est vrai que quand j'ai présenté les images de mon expo, il y a donc... à Bamako, au Mali. Oui, il y avait le président Konaré. Konaré, voilà, Konaré. Qui était là, et qui était... d'une part, assez surpris, mais en même temps, devant la photo de Salif Keïta, à l'époque, il était émerveillé. Ah, non, ça c'est un gars de chez moi, ça. Il se reconnaissait. Il a pris cette photo d'une manière perso, quoi. Enfin, je dis que ça rentrait en lui comme une histoire qui lui parle, quoi. Et ça vous a fait plaisir de savoir que vous avez réalisé une photographie non seulement qui est belle, mais en plus appréciée, pas nécessairement par vous, mais par les autres, et par l'ancien président malien Konaré. Je trouvais, parce que nous on les fait les photos, mais c'est des gens qui doivent se les approprier, donc il y a ce lien-là que je pense a défini le travail, quoi. Et donc l'Alliance française, votre exposition à l'Alliance française, je dis, elles sont nombreuses, plusieurs reportages dans des festivals francophones, les Francopholies de La Rochelle, Nantes, où j'ai eu le plaisir de vous avoir à mes côtés pour des images. Ça fait beaucoup de souvenirs. Ben oui, ça veut dire qu'on a avancé vers quelque chose.
parce que là, je dois faire aussi d'autres images bientôt, présenter une expo donc, en Tunisie, à Sfax, que j'attends avec impatience l'occasion de pouvoir rencontrer ce public de connaisseurs aussi. Là, on est dans des projets, puisque vous m'y avez dit, donc ça va être la Tunisie le mois prochain. Ce mois-ci, oui. Ce mois, ah oui, c'était toujours bon. Pour combien de temps? Là, ça va être pour une session de 4-5 jours. Quoi, ouais. Ah oui, quand même. Avec, il y a d'autres exposants, photographes tunisiens? Là, je ne connais pas tout le monde. Non, il y en aura quand même, ou bien vous êtes tout seul? Oui, il y en aura, je pense qu'il y en aura d'autres, mais je n'ai pas tous les noms. Et l'Afrique noire et le Cameroun, c'est pour quand? C'est pour l'année prochaine? Je le souhaite de tout cœur, quoi. Je le souhaite de pouvoir trouver une bonne opportunité pour présenter un ou deux travaux, quoi, qui marquent, comme tu parlais tout à l'heure, ça fait vraiment un pack d'images disponibles qui peuvent être à tout moment. Bon, j'ai fait des ateliers photographiques à Douala, et je crois qu'il y a des lieux qui parfois sont... À quelle année c'était en eu lieu 2004 ou 2005, je crois. Ah oui, ça fait longtemps. Oui, tout à fait. Et j'aimerais bien. Et donc j'avais exposé au Centre culturel français à cette époque. Et c'est vrai que bon, j'aimerais mieux encore que... Comment s'organise, une avant-dernière question, comment s'organise ce type d'exposition? C'est la recherche des sponsors sur place, c'est le contact direct avec le ministre de la Culture, ou bien c'est les privés qui vous sponsorisent et vous organisez une exposition à Douala, au Mali, comment tout ça s'organise? C'est peut-être aussi l'occasion de lancer un appel pour qu'on vous soutienne. Oui, bien sûr. Il y a plusieurs réseaux qui fonctionnent, quoi. Je veux dire, il y a des réseaux culturels qui sont tout à fait culturels, qui offrent justement la diffusion de ce genre d'événements. Et il y a aussi, comme tu disais tantôt, des privés, des particuliers qui ont vraiment... goût à la culture et qui souhaitent en faire partager au maximum des gens, quoi. Mais je reste ouvert à toutes les propositions, quoi. Alors, la photographie, toute, c'est votre vie? Ah, ce serait trop réducteur. Je vous écoute, allons-y, je vous écoute. Ouais, oui, non, dites-nous que c'est réducteur, c'est quoi finalement? Oui, enfin, je pense que j'aime aussi avoir le sentiment que je peux prendre mon temps pour aller voir d'autres choses, aller à la campagne, me balader, avoir le temps de vivre, quoi, tu vois. Vous soutenez le contraire de mon propos. Voici ce que dit votre ami. Il dit, parlant de vous bien sûr, « Monsieur Bila Kwanyabona Mbela est un photographe des milieux, un témoin, un sujet, une langue en lui-même, pas seulement celle des images, mais celle qui permet de parler de l'image dans quelques circonstances, dans quelques endroits que ce soit », affirme notre confrère Jacques Martinet. Vous voyez donc, je ne suis pas le seul à dire que la photographie, c'est bien toute votre vie, bien que vous vous en cachez. Eh bien, M. Bilakwa Betote Nyabona Mbela, merci. C'était Manège du savoir international. Présentation Mathieu Barga Abega. Réalisation Martin Kay. Une production de la CIR-TV en collaboration avec MT Productions, dirigée par Mme Fleur Deveau à Paris. Au revoir et à bientôt.